Bonsoir tout le monde, bienvenue. Mon nom est Louise Houle, je suis vice-présidente de Migraine Québec. Je suis tellement contente de vous accueillir en si grand nombre. Merci d'être là ce soir. Migraine Zéro, groupe de soutien pour les gens qui vivent avec des migraines ou céphalées, a été créé par Yves Castonguay en 2006 et est maintenant coordonné principalement par moi, Louise Houle, et Marie-France Lemire. Depuis 2014, nous avons le bonheur et le privilège de collaborer avec Migraine Québec, un OSBL enregistré et initié par Dr. Elisabeth Leroux, dont la mission est de diffuser de l'information fiable aux patients migraineux afin de leur offrir un certain soutien. Puisque les objectifs de ces deux groupes sont similaires, voire complémentaires, nous avons décidé de les fusionner. Ainsi, Migraine Zéro devient officiellement Migraine Québec. L'organisme a un conseil d'administration dirigé maintenant par Dr. Heather Pym et Dr. Mazier Egtezadeh. Un petit rappel, je vous prie d'éteindre vos téléphones cellulaires. Je vais présenter notre premier conférencier, Yves Castonguay, qui est initiateur de Migraine Zéro. Il est affecté par la migraine depuis le début de la vingtaine. Il a connu quelques maux de tête sévères à l'adolescence, sans savoir si cela pouvait être la migraine. Au fil du temps, la migraine a augmenté en fréquence pour devenir chronique au milieu de la quarantaine. À 50 ans, il s'est enrôlé dans la recherche sur les anticorps monoclonaux anti-CGRP de juin 2015 à février 2017. Sans plus tarder, je vous présente Yves Castonguay. Bonjour. L'initiative a commencé, j'avais su qu'il y avait une recherche, puis finalement, j'ai fait des démarches, puis j'ai abouti dans les bureaux de l'hôpital Notre-Dame, et Dr. Boudreau m'a accueilli, puis c'est ce que, à la fin de la recherche, en février, je dis, moi je suis intéressé à en faire un témoignage, comment moi j'ai vécu ça, et je dis, est-ce que vous seriez intéressé à m'accompagner pour m'en parler? Ça crée de l'espoir, tout ça. Fait qu'il m'a dit oui, puis tout à fait gratuitement. Donc, Dr. Boudreau, il me dit, en plus, il me dit, commence, puis je vais suivre avec ma présentation. Fait que c'est comme ça que ça a commencé un peu avant les fêtes, on s'est parlé de ça. Fait que on est ici ce soir suite à cette discussion-là. Donc, ça m'a fait plaisir d'expliquer ça ici. C'est un petit texte, je vais vous laisser le lire, c'est un texte d'une autre personne qui a participé à la recherche. C'est sa conclusion. Je vais le laisser comme un intro tantôt. Oui? Ah, vas-y. Vas-y. Même si la douleur est toujours présente et que par conséquent, je manque encore d'énergie et je dois faire attention à ménager celle que j'ai, je constate que devoir carrément interrompre une activité m'arrive beaucoup plus rarement. Annuler des activités sociales est aussi quelque chose de plus rare. C'est quoi que tu parles? Ça, c'est un témoignage, c'est pas le mien. C'est un témoignage d'une autre personne qui a participé à la recherche. Pour imaginer la situation, c'est comme si avant, ma tête était une maison qui prenait tout le temps en feu, et en feu, j'ai pas mes lunettes, il fallait faire venir les pompiers continuellement pour l'éteindre. Alors que maintenant, j'ai plus l'impression que ma tête est un terrain fragile, auquel il faut faire attention et être prévoyant, mais qui ne prend plus autant en feu qu'avant. Donc, les pompiers peuvent rester dans leur tête. Tu peux se reposer. Donc, j'enfile l'introduction qui a été faite, donc je vais faire mon témoignage. On va faire une micro-pause tantôt quand je vais terminer. Ensuite, le Dr. Boudreau va faire sa présentation, puis on fera des petites pauses, on fera des petits signes, hein, puis on va faire deux petites pauses sans nécessairement tout quitter la salle, mais juste, on sait qu'à un moment donné, les chaises sont moins confortables, juste pour qu'on ait l'attention de tout le monde. Et ensuite, suivra les questions. Ça, ce qui est souhaitable, c'est que les questions soient regroupées à la fin pour être capable de passer toute la matière. Parce que des fois, on pose des questions que la matière s'en vient un peu plus loin. Mais Dr. Boudreau et sa générosité, et moi aussi, je serai là pour répondre à ce que ma partie témoignage, mais aussi
point de vue scientifique. Donc, on débute. Donc, en premier lieu, ce que j'ai à dire, c'est que ma déclaration, j'ai aucun avantage financier à parler de ma participation à la recherche. Je n'ai pas été payé pour ça. Et le but, c'est de donner mon témoignage, ce qui rejoint un des objectifs de Migraine Québec et du groupe d'entraide, c'est vraiment de partager l'information puis créer, là, aller chercher où il y a de l'espoir pour des solutions. Donc, c'est ça. Donc, qui suis-je? Ben, je suis père de famille de plusieurs enfants, informaticien à l'emploi 35 heures semaine, donc puis des fois, c'est tough, parce que quand il faut se concentrer puis que la douleur est présente, c'est un défi. Et donc, la migraine, c'était aux 3 jours quand j'avais entre 20 à 40 ans, puis depuis une dizaine d'années, c'est plutôt chronique, et je dirais même... vous allez voir tantôt, j'ai des graphiques pour expliquer le nombre de jours libres, mais il n'y en a pas tant que ça. Le médicament actuel qui m'aide énormément, c'est le Zomig. Ça n'existerait pas, je ne sais pas ce que je ferais. Puis les Advil, c'est à l'occasion, ça, je n'ai déjà pris énormément dans le passé, mais il y a eu un sevrage de ce côté-là. Il n'y a plus de céphalidrobon dû au Advil. Donc, en débutant, ben, je veux quand même dire un merci. Donc, peut-être Catherine, si tu veux te la lever. Oui, Catherine. Catherine, assistante clinique de recherche, donc toujours disponible. Ça s'est étalé sur 21 mois. Donc, quand j'arrivais, je textais, je te disais, Catherine, je suis arrivée. On n'attend pas longtemps, on passe tout de suite pour les rendez-vous, tout ça. Fait que c'est toujours été facile de communiquer avec Catherine. Diana, qui, je ne sais pas si... elle m'a dit peut-être qu'elle viendrait, mais Diana, ce que je pourrais dire comme qualité, Diana, c'est une magicienne, parce qu'il y avait des prises de sang dans la recherche. Fait que tout ça de suivi, c'était très facile. Et Dr Boudreau, qui a m'a toujours donné beaucoup d'informations. Ça a toujours été apprécié de savoir où est-ce qu'on s'en va, comment ça va, les étapes à venir. Toujours très, très... donc, c'est des personnes dévouées et j'ai une belle reconnaissance. Donc, un gros merci à toute l'équipe. Donc, hein? Ah, merci. Donc, je vais expliquer, j'ai quelques diapositives, j'en ai 4-5 diapositives. Entre autres, celle-ci, c'était quoi les démarches? Parce que je me suis posé des questions, puis des fois, les gens sont curieux, mais ça consistait à quoi faire la recherche? Je vais vous expliquer comment moi j'ai vécu de mon côté. Et ensuite, je vais vous donner ma perception et les faits, puis ma conclusion. Donc, ici, dans l'enrôlement, ça consistait à quoi? Bon, ça a été de juin 2015 à février 2017, donc sur une durée de 21 mois. Avant de commencer, il fallait faire un sevrage des médicaments préventifs. Les traitements étaient permis, youf, parce que sinon, je n'aurais pas participé. Faire un questionnaire détaillé, le pedigree, tout ça, fait que il fallu que je cherche. Ça a pris de la préparation là, pour arriver au premier rendez-vous. Puis ensuite, il y a eu toutes sortes de démarches. Donc, un calendrier journalier de migraine avec un agenda électronique qui était relié au cellulaire. Donc, j'avais rempli les informations, pas tous les mois, mais assez souvent. Donc, c'était pas la dernière génération de l'iPhone 7, là. Loin de là. Mais il fallait saisir les informations avec des questions, et puis des fois des questionnaires aussi. Fait que, il est arrivé quelques fois que j'avais tellement mal à la tête que j'étais incapable. Il y a eu quelques fois que je n'ai pas été capable de remplir parce que j'étais perdu dans mes... Mais la majorité du temps, ça a quand même été c'était positif pour l'agenda. Ça, c'était un enjeu, là, parce que si je ne sais pas comment... Je pense que si je passais quelques jours, je pouvais out dans la recherche. Là, fait que je dis, on veut rester dans la recherche. C'était ton baseline qui était... OK. Ouais, c'est toujours la question, est-ce que je vais être admissible à la recherche? Fait que ça, c'était un peu limite dans mon cas, parce qu'il y avait beaucoup de migraines. Co-questionnaire mensuel, donc ça, j'ai rempli ça. Puis des rencontres mensuelles à l'hôpital Notre-Dame, qui des durées variables. Des fois, elles étaient très courtes parce que c'était juste une injection. D'autres fois, ben, c'était le gros kit, prise de sang, tous les questionnaires remplis. Fait que ça, c'était... et de ce côté-là, une chance, j'avais un employeur flexible, donc je pouvais... déplacer mes heures de travail. Donc, ici, j'arrive dans les faits. Dans les faits, le petit carré en haut à droite. Donc, avant de commencer, pour moi, avant la recherche, pendant et après la recherche, la moyenne que vous voyez là, c'est les jours sans migraine. J'en avais 4 journées dans le mois sans migraine.
pendant la recherche, la moyenne, c'était de 8. Mais j'ai eu des mois que ça a été 12, 100 migraines. Fait que c'est wow, ça a été un gros plus. Et là, ce que je remarque, c'est sa tendance à revenir un peu comme c'était avant, avec le 5 jours, 100 migraines. Je calculais aussi une autre info, la deuxième, c'est les journées où une zomique dans la journée, c'était pas suffisant. C'est un des critères que je notais aussi que j'avais, donc je l'ai mis. Donc 6 jours où je devais prendre 2 doses de zomique dans une même journée. Puis pendant la recherche, ça avait diminué, puis là, ça a tendance à revenir. Malgré si je regarde le dernier mois, c'est peut-être arrivé 2 fois. Fait que peut-être ça va baisser à la longue, ça dépend. Un élément, la ligne que vous voyez ici, les facteurs externes, ça, c'est des éléments dans ma vie. J'ai osé les ajouter pour être plus... les migraines, souvent, sont affectées par ce qu'on vit, tout ça. Fait que je pourrais résumer que mon état émotionnel, avant, était plutôt neutre. Vous allez voir tantôt, j'ai même d'autres questions là-dessus. Pendant la migraine, j'ai eu aussi des événements dans ma vie qui ont été heureux. Puis après, là, disons, depuis novembre à mars, j'ai eu des événements dans ma vie stressants. Fait que ça a peut-être varié sur les migraines. Ça, j'ai mis ça là juste pour... Donc, les pour de la recherche, bien, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y avait réellement pas d'effet secondaire. Parce que les médications prophylactiques, qu'on a sûrement essayé dans les migraines chroniques, j'en ai essayé plusieurs dans mon suivi, je l'avais indiqué, et les effets secondaires, c'était le facteur 1 qui était décourageant, mais dans ce cas-ci, je n'ai pas eu. Et ça, c'est assez remarquable. Pendant la recherche, j'ai remarqué que j'avais un meilleur moral, un esprit plus alerte. Les douleurs étaient moins intenses puis moins persistantes. Mais si vous voulez bien regarder en bas, c'est un peu... j'ai eu la chance de pouvoir avoir la double dose à partir de mai 2016. Donc, il y a eu 6 doses qui étaient à 70 mg, puis 6 autres qui étaient le double, 140. Oui, moi, je les voulais, mais ça dépendait de la recherche s'il permettait, puis finalement, ça a été possible. Et en tout cas, la double dose semblait être plus efficace dans mon cas. Donc, la double dose, puis les pots, mais c'est une injection. C'est quoi ça consiste? C'est une injection qui était par mois. Les comptes, ben, c'est ça, je disais, l'injection, c'est moins le fun d'avoir une injection que de prendre un comprimé. Ben, je ne sais pas ce sera quoi le prix du médicament quand il sortira. J'ai entendu dire qu'il serait peut-être assez dispendieux, en espérant qu'il soit quand même accessible. Puis, l'autre point que je dirais, c'est peut-être la réaction lente du traitement, parce que ça s'agit sur des mois. On sait que rectifier le tir du cerveau, là, de comment il marche, là, ça prend un certain temps. Donc, puis, la dernière info que je peux le donner, c'est qu'au début, les 3 premiers mois, tu as des injections, mais tu ne sais pas si tu as ou pas le médicament. Fait que ça double insu, puis c'est normal, c'est le processus de recherche. Fait que je n'avais pas... c'est les injections que j'ai eues du traitement. Donc, ici, mes perceptions. Bon, au début de la recherche, mon sentiment que je ne suis plus en contrôle de ma vie. Je n'étais pas suicidaire, mais en même temps, pas très enjoué. Donc, c'était ma motivation de dire, ben, quelle autre démarche je peux faire, puis c'est là que j'avais trouvé qu'il y avait une recherche sur les anticorps. Fait que je me pose la question, comment je vais faire pour demeurer actif dans ma vie? Ça, c'est au début de la recherche. Sur la fin du traitement, donc, après avoir eu les traitements de la recherche, ben, je peux vivre une vie presque normale, malgré les migraines. Les résolutions sont plus rapides. C'est ce que moi j'ai perçu avec le traitement et ma condition de vie dans ce que je vivais dans ce moment-là. Plein de projets, donc à la fin, donc c'était vraiment pas le même état émotionnel qu'avant de commencer, puis à la fin de la recherche. Puis même des fois tu te poses des questions, tu dis hey, j'ai pas mal à la tête, tu sais, des fois tu te surprends, puis ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu dis, non, mais tu sais, quand tu es toujours habitué avec un petit but de fond, puis la migraine qui part, puis ça. En tout cas. Fait que ça, c'est ce que j'ai pu remarquer. Pas trop de mémoire, idée alerte, excellente capacité de concentration. Souvent, quand on a plusieurs. Surtout au travail, hein, beaucoup de dossiers en même temps. Les gens qui viennent voir sur un sujet que tu as traité il y a 3 semaines, puis que là, ils te demandent une micro-question. Là, tu attends, il faut que j'y réfléchisse. Fait que ça,
lors du traitement, là, je trouvais que c'était un gros plus, que j'avais l'esprit beaucoup plus alerte. Je peux remarquer qu'aujourd'hui, ben, si je revenais un peu, je revenais un peu en arrière là-dessus. Des fois, j'ai des troubles de mémoire, des difficultés de concentration, ça va arriver. Donc aujourd'hui, la migraine est un peu plus fréquente qu'en novembre dernier et un peu moins jouée que pendant la recherche, parce que dans l'état émotionnel. Puis, ce qui est un point, c'est que depuis des années, je n'ai pas de médicaments préventifs aux migraines actuellement. Ça, avant la recherche, j'avais arrêté de prendre un médicament préventif, là, justement, pour la recherche, mais ça faisait des années, même une quinzaine d'années que j'en prenais. Donc, je me sens quand même assez solide pour traiter seulement avec les oméga au besoin. Ici, ben, mes autres solutions, ben, il y a le médicament, mais aussi, on sait que c'est tout notre état de vie. Donc, dans mes solutions, les exercices, c'est important. Les exercices physiques, donc, je fais du vélo, à peu près 2000 km par saison, par été. Puis aussi, 7 minutes d'exercice, 5 jours semaine. Ça, c'est une petite application que j'ai sur mon téléphone. Puis, 7 minutes workout, qu'on voit il y a toutes sortes d'applications. Il y a une recherche qui prouve que ça en fait juste un petit peu, parce qu'il y a un peu de musculation là-dedans. Puis j'ai senti que ça m'aide aussi, ça m'aide. Fait que j'essaie ça. Le sommeil, ça, j'ai dû travailler parce que j'avais des réveils hâtifs. Puis là, ben, quand tu manques de sommeil, là, parce que tu es préoccupé du bureau ou n'importe quoi d'autre, là, ben, ça, je fais beaucoup attention pour... On dirait que le cerveau, là, j'ai pas de frein. Fait que les activités là, cérébrales, là, même si c'est stimulant là, après souper, il faut que je ralentisse, sinon le sommeil, je n'ai pas une qualité de sommeil. Fait que ça, je fais attention à ça. Puis essayer de me coucher plutôt aux mêmes heures. Fait que, et l'alimentation, ben, aucun alcool, comme la plupart des migraineux. Puis évite les aliments transformés, ça c'est des points que j'essaie de faire. Puis, depuis peut-être, mettons, un bon 6 mois, la relaxation, on entend beaucoup parler de la méditation en pleine conscience, ça, que j'ai lu là-dessus, puis j'essaie de faire quelques exercices de ce côté-là. Mais actuellement, c'est plus le training autogène, c'est plus mon bras droit et l'eau est chaud, puis 2-3 fois à gauche, la jambe à droite. Juste pour atteindre un niveau de détente. Ça, c'est des solutions là, qui m'amènent à ramener de la détente, fait que ça m'aide. Donc, ma conclusion, ben, la recherche, oui, ça a été assez exigeant, il faut se déplacer, il faut prendre le temps, mais ça augmente l'espoir, quand même, de trouver des solutions durables. Je pense qu'on touche quelque chose de solide, d'important avec ce nouveau traitement-là. J'ai constaté que j'avais moins de migraines, puis plus l'esprit plus alerte. Et la question qui tue, c'est est-ce que je serais prêt à acheter et prendre de nouveaux médicaments une fois sur le marché? La réponse est oui. La réponse est oui. Donc ça, c'était assez important pour ça. On ne pourra pas faire tous ces exercices-là, mais vous levez, vous étirez à votre choix et on va enchaîner avec le Dr Boudreau. Je vous démarre ça. Bravo. Je cède la parole à Dr Guy Boudreau. Hein? Dr Boudreau a été clinicien adjoint à la première clinique de la migraine au Canada de 1989 à 1999. De 1999 à 2007, il a été directeur de la clinique de la migraine de Val-des-Arbres à Laval. Il est maintenant clinicien adjoint à la première clinique de la migraine universitaire du Canada au CHUM depuis 1999. Son portfolio de recherche en médecine des céphalées porte sur le développement des triptanes, du Botox, des GPAN et des anticorps monoclonaux anti-CGRP, anti-migraine. Il a participé à la mise au point de protocoles de traitement pour des cas graves de migraine et au développement de la neuromodulation pour le traitement des douleurs neuropathiques de la tête.
Il est l'auteur de nombreux articles scientifiques en médecine des céphalées et est membre actif de la Société internationale des céphalées. Sans plus tarder, je vous présente Dr. Boudreau. Viens ici. On peut ça, on monte là. Si on peut venir en arrière. Celui-là. Oui. M. Castonguay a été très pertinent. En passant, je remercie Migraine Zéro de m'avoir invité. Je vais faire un tour d'horizon sur la recherche depuis les 50 dernières années. Ça se peut que je ne réponde pas à toutes vos attentes ce soir. L'enchaînement que je vais faire, c'est d'une étape à une autre, depuis les 50 dernières années. Je vais essayer de vous faire comprendre comment on est arrivé à cette situation des handicaps non autonomes. M. Castonguay a fait un témoignage que j'ai trouvé bien organisé, puis ça me permet tout de suite de vous dire, avant de décider de participer à une étude clinique, je vais d'abord me renseigner sur le processus du produit, sur le plan biologique chez les humains, chez les animaux. Puis à partir de là, si l'évaluation de la molécule qu'on va étudier me met dans une position de sécurité, je vais sélectionner des patients en qui j'ai confiance et qui ont confiance en moi. Puis à partir de là, je vais leur donner tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée, à savoir s'ils veulent participer à l'étude ou pas. Puis après ça, on dit à ces gens-là, en tout temps, si vous décidez de sortir de l'étude, vous pouvez le faire sans être obligé de nous dire pourquoi. Tu dis, ça ne me tente plus, je vais arrêter, alors on arrête. On ne veut absolument pas que les patients soient incommodés, on veut les aider. Puis, en général, lorsqu'un patient participe à une étude, il va lire un consentement éclairé. Le consentement a été préparé par un comité d'éthique. Un comité d'éthique comprend des avocats, des éthiciens, des médecins, des biochimistes, des religieux parfois, des gens de la rue. Et à la fin du processus d'évaluation d'un consentement, il y a 2 questions qu'on doit répondre ou qui doivent être répondues. La première question, est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau à la société? Si c'est oui, ça va passer. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a un danger pour le sujet qui va participer à cette étude? S'il y a un danger, le comité d'éthique n'acceptera pas le projet. Alors, M. Castonguay, tous les autres qui ont participé, je lève mon chapeau à ces patients qui mettent leur confiance dans une équipe de recherche, et je lève mon chapeau à l'énergie qu'ils mettent sans être rémunérés, à vouloir aider des gens comme vous pour éventuellement avoir de l'espoir et puis la possibilité de gérer leurs difficultés. Sans plus tarder, on va commencer ce survol. Alors, une petite définition de la migraine, vous la connaissez, mais j'essaie de la changer un peu, mais c'est selon la littérature. D'abord, la migraine, ce n'est pas une maladie psychologique, ce n'est pas un mal de tête, c'est une maladie neurosensorielle. Les mots le disent, le cerveau est impliqué, puis ça a quelque chose à faire avec vos 6 sens. Puis, ce cerveau, il est hyper excitable. Quand il y a trop de stimuli via les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, par les aliments ou les émotions, vos feelings, c'est votre sens le plus aiguisé. Quand on agresse un de ces sens, vous pouvez déclencher cette excitabilité et provoquer un orage dans votre cerveau. On dit aussi que c'est une anomalie des ions de votre cerveau. En termes médicaux, on parle d'une canalopathie. Il y a aussi, au fur et à mesure des années, on a découvert qu'à l'intérieur des vaisseaux sanguins, parmi les vaisseaux à la surface de votre cerveau, à l'intérieur, il y a un défaut de fonctionnement. Puis, génétiquement, vous avez une déficience en sérotonine. Vous avez peut-être entendu parler du projet de génome humain. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Dans les années 90, les généticiens se sont associés, puis aujourd'hui, vous entendez parler de l'ADN partout. Alors, les premières études du génome humain étaient d'établir le bottin téléphonique du corps humain. Alors, dans les familles, on pouvait établir si tu fais partie de la famille ou pas, si tu as du sang autochtone ou pas. Mais au fur et à mesure des années, le génome humain s'est orienté vers cet acronyme qui est anglophone, GWAS, c'est Genome Wide Association Studies. Alors, il y a eu une association de généticiens et de médecins
Et à partir de là, au lieu de juste regarder la génétique des gens, ils ont commencé à regarder la génétique des maladies. Et évidemment, les migrainologues se sont intéressés, tu as des généticiens, neurologues, migrainologues, qui ont finalement réussi à nous dire que la migraine, ça se voyait dans la famille. Alors la migraine, c'est causé par quoi? C'est pas une maladie psychologique, c'est causé par un défaut génétique. Alors aujourd'hui, quand j'ai commencé dans les années 90, on avait établi 2 gènes. Aujourd'hui, il y en a 22 en cause pour vous donner les troubles que vous vivez. Alors, c'est une maladie polygénétique avec des facteurs environnementaux. Un parent affligé de la migraine, il y a 34% de chances que vos enfants subissent la maladie. Si les 2 parents dans le couple sont affligés de la migraine, 51% peuvent avoir la maladie. Puis, on a établi que pour la migraine sans aura, avec aura, elles s'interstitient, les 2 font partie du même processus. Il y a 6 gènes d'impliqués dans ce processus et ces gènes anormaux font en sorte que votre cerveau devient plus excitable. Puis quand on me demande, pouvez-vous guérir la migraine? Vous ne m'avez pas guéri, j'ai participé à une étude, j'ai encore des migraines. On ne peut pas guérir la maladie, parce que pour guérir la maladie, il faudrait faire éclater ces gènes-là pour en mettre des nouveaux qui fonctionnent bien. Une souris transgénique pour un petit bout de molécule sur le chromosome, ça coûte 5 000 $. Alors, pour faire ça chez les humains, je ne suis pas sûr. Alors, oubliez tout ce qui est marqué ici, c'est juste pour vous faire valoir que dans la rubrique, il y a 158 sortes de maux de tête. À la rubrique migraine, il y a toute une série de sous-chapitres. Il y a les migraines qui créent des paralysies qui peuvent durer une journée ou 2. C'est les migraines hémiplégiques, soit familiales ou sporadiques. On a établi 4 gènes qui impliquent des canaux ioniques impliquant le calcium dans le cerveau, le sodium, le potassium. Puis, pour ce qui est des gens qui ont la migraine avec aura, sans aura, on a établi la présence de 7 gènes, que vous voyez en bas ici. Ensuite de ça, quand les gens s'inquiètent, j'ai la migraine, est-ce que ça se peut que je fasse un accident vasculaire cérébral? Oui, il y a des syndromes migraineux. C'est pas le courant des migraineux. C'est beaucoup plus rare. Et vous voyez ici ces syndromes. Je ne veux pas que vous reteniez ça, mais tout ça pour dire qu'il y a 4 syndromes bien établis. Il y a le CADASIL, le MELAS, le RVSR, et puis le HIHRAT. Oubliez ça tout de suite, tout simplement pour vous dire que ce sont des patients qui ont des pathologies neurologiques avec lesquelles il y a des anomalies des vaisseaux sanguins dans le cerveau et qui, associés à ça, ont des troubles douloureux de la tête avec le phénotype de la migraine. Et ces gens-là, beaucoup plus rares que vous, ont la possibilité d'avoir un accident vasculaire. Maintenant, on parle de dépression. On parle de la migraine comme étant une maladie génétique ou polygénétique avec des facteurs environnementaux pouvant provoquer le désordre. Puis, il y a des conditions comorbides qui accompagnent. Le mot comorbide veut dire qu'un patient migraineux, de par sa biologie, peut avoir des troubles de santé qui sont plus courants que dans la population générale. Tout à l'heure, j'ai dit que chez les migraineux, il manquait de sérotonine. La sérotonine, c'est un chef d'orchestre dans le cerveau. Ça a un effet sur l'éveil-sommeil, la mémoire, l'équilibre, la libido, la douleur, les fonctions digestives. Et quand on se demande, est-ce qu'il y a un lien génétique franc entre la dépression et la migraine, la réponse est non. Non. Mais il y a définitivement une association génétique entre des troubles de la sérotonine, des troubles de la dopamine et des troubles d'autres amines dans le cerveau. Et on sait que la dépression implique ces amines cérébrales. Et comme il y a une association génétique avec la maladie de la migraine et ces peptides ou ces neurotransmetteurs, oui, à ce moment-là, ça devient plus facile pour les patients d'être déprimés. Ensuite de ça, pourquoi dans cette salle, il y a des migraineux qui ont mal à la tête 15 à 30 jours par mois? Et pourquoi il y a des migraineux qui ont mal à la tête une fois par 3 mois? Alors, on a établi qu'il y a des gènes, il y en a 2, des petits bouts de chromosomes, on appelle ça des SNP, oubliez ça,
des petits bouts de chromosomes, on en a trouvé 2, où est-ce qu'il y a une catégorie de patients migraineux qui ont mal à la tête avec des crises beaucoup plus fortes, beaucoup plus longues et beaucoup plus fréquentes. Et ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas une question de conjoint, ce n'est pas une question parce qu'ils ont pris trop de vin, c'est leur génétique qui est faite comme ça. Et on a aussi pourquoi certains patients répondent au triptan. 75% des patients répondent à la famille des médicaments qu'on appelle les triptans. Il y a 7 triptans. M. Castonguay a parlé du Zomig, il y en a 6 autres, mais il y a 25% des patients migraineurs qui ne répondent pas au triptan. Et pourquoi? Il semble qu'il y a un certain groupe de migraineurs qui a un désordre génétique qui vont impliquer le CGRP par des cheminements différents que les canaux calciques. Ils vont utiliser d'autres types de canaux dans le cerveau. Il y a peut-être 2 patients dans cette salle ici, Jean Zieuten, je pense, pas sûr, qui ont vu cette image ici. C'est nouveau, ça. Vous êtes les premiers au Québec à voir ça. Même mes collègues n'ont probablement pas vu ça, ceux qui ne sont pas allés au congrès du Migraine Trust. La photo n'est pas claire parce que j'étais assis dans l'auditoire, puis avec mon téléphone, il n'y avait pas un bruit dans la salle. Et celui qui a présenté ça, c'est un neurologue allemand qui s'appelle Arne May. Je le suis depuis 20 ans. Il a commencé les études d'imagerie chez les migraineurs avec peu d'argent, avec des machines qui étaient plus ou moins efficaces. Et aujourd'hui, vous pouvez imaginer, c'est une patiente à tous les jours pendant 1 mois. Elle s'est présentée à l'antenne de la résonance magnétique pour qu'on puisse regarder qu'est-ce qui se passe dans son cerveau lorsque l'orage migraineux s'installe. Alors, regardons ceci. J'ai bien dit que la migraine, ce n'est pas un mal de tête, c'est une maladie neurosensorielle qui produit des orages dans le cerveau. Alors, il y a 4 étapes à l'orage. Mais ce n'est pas tous les patients qui ressentent toutes ces étapes. Vous avez 60% des patients qui ont une phase prémonitoire. C'est 2 à 24 heures avant. On peut avoir plus soif, bâiller, être excité, être fatigué, faire pipi plus souvent, être enflé, avoir des rages de sucre. L'hypothalamus est allumé. Fait que si on regarde dans le cerveau, là j'ai pris une chainsaw, puis j'ai scié le cerveau en 2, puis on regarde. Ça c'est le côté gauche du cerveau ici. Vous avez le tronc cérébral qui est là, puis vous avez une tache jaune. C'est tout près de l'hypothalamus. L'hypothalamus est allumé, c'est ce qui fait que tu as la phase prémonitoire avant le début de la période où il y a des troubles neurologiques. Alors, 20% des patients ont des troubles neurologiques, des troubles visuels dans 92% des cas, des troubles sensitifs, des troubles du langage. Ça s'appelle la phase de l'aura. Et si on regarde ici, cette personne avait des auras visuelles, alors c'est dans le cortex visuel. Là, j'ai pris une scie, j'ai coupé le cerveau comme ça, j'ai enlevé le toit, et on regarde le cortex de la vision qui est en arrière, et la résonance magnétique fonctionnelle montre qu'il y a une activation dans cette zone-là. Arrive l'événement douloureux, qui peut durer quelques heures chez les enfants, qui peut durer 36 heures en moyenne chez les adultes, 72 heures et plus à la menstruation chez les femmes. Les femmes sont beaucoup plus affligées de la migraine que les hommes à cause de leurs estrogènes. Et on regarde ici, juste là, c'est dans le tronc cérébral, dans le noyau du trijumeau, c'est là que ça se passe. Alors quand les patients nous demandent « Ma résonance est normale, mon scan est normal, pourquoi j'ai si mal à la tête? » Bien, c'est parce qu'il y a des choses comme ça qui se passent dans votre cerveau. Et le problème, c'est qu'avec la résonance qu'on a à l'hôpital Notre-Dame, on n'a pas cette technologie parce qu'on a besoin de 8 personnes, on a besoin des substances activées. Ça prend 8 à 12 heures faire ça. Donc, cette femme qui s'est présentée 30 jours de suite parce qu'il fallait la saisir n'importe quand elle commençait une migraine, fait qu'elle était là toute la journée pendant 30 jours, puis elle rentrait dans l'antenne quand ça commençait. Arrive la fin de la crise, qui peut être 36, 72, peut-être 4 jours plus tard. Si on savait pourquoi la migraine s'éteint, ou comment elle s'éteint, peut-être qu'on aurait des solutions. Là, il y a des taches un peu partout ici, mais tout simplement pour dire qu'on n'est pas sûr de qu'est-ce qui se passe quand ça s'éteint. Alors, le traitement au travers des temps, on arrive dans le vif du sujet. Alors, on va regarder à partir des années 30, à venir jusqu'aux anticorps monoclonaux. Et tout ça, c'est un enchaînement de recherches au cours des 50 dernières années. Vous allez voir.
Je ne mettrai pas l'emphase sur des substances que vous pouvez avoir à l'étalage, mais j'attire votre attention sur l'indométhacine, qui est le premier anti-inflammatoire à ouvrir la porte à nos connaissances sur qu'est-ce que c'est qu'un anti-inflammatoire et le rôle que ça joue dans le contrôle de la douleur. Alors, il y a un grand chercheur, un grand philosophe qui a dit « On cherche ce qu'on connaît et on trouve ce qu'on cherche. » Quand j'ai lu cette petite phrase de cette grande personne, je me suis dit « C'est un peu con. » Mais aujourd'hui, je comprends. Alors, on connaissait le seigle. Fait que, si on connaît ça, mais il y a des problèmes. Alors, le seigle a donné naissance à la synthèse de l'acide lysergique diéthylamide, qui est le LSD. Et le LSD nous a permis de mieux comprendre et de connaître le rôle de la sérotonine dans le cerveau. C'était le grand début de la biochimie. Et ça a donné la naissance de l'ergotamine et d'autres. C'est Dr. Hoffman de chez Novartis. Regardons ça. Alors, d'où vient le mot ergotamine? Alors, ça, c'est un épi de seigle. Ce que vous voyez ici, c'est un champignon qui contamine le seigle. Et si vous renversez ça, ça a la même apparence que l'ergot d'une patte de poule ou d'une patte de coq. Et c'est de là que vient le terme ergot, de seigle, ou encore l'ergotamine. Vous avez peut-être entendu parler du feu de Saint-Antoine au Moyen-Âge, ou encore le pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Alors, c'est quoi cette affaire-là? Au Moyen-Âge, les gens qui consommaient du seigle contaminé de ce champignon avaient des hallucinations, les doigts noirs, les pieds noirs, puis ça brûlait, puis ils vomissaient, puis avaient la diarrhée, puis avaient mal partout. C'était l'ergotamine et le LSD produits par l'ergot. Dans les champs, les vaches qui consommaient, qui étaient gravides, qui étaient enceintes et qui consommaient ce seigle contaminé, avortaient. Alors, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Puis le pain maudit de Pont-Saint-Esprit, ce sont les Américains qui, par la CIA, en France, dans un petit hameau, avaient contaminé de la farine pour faire du pain, parce qu'ils faisaient des tests à savoir si le LSD pouvait être utilisé comme substance de guerre biologique. Ça a été démontré par Bush et par Clinton. Ils ont donné des excuses à la France concernant cette situation. Alors, pour aller plus vite, le café-ergot, pourquoi on dit café-ergot, c'est qu'ils ont mis du café avec l'ergotamine, mais c'est à partir de là, dans les années 30, qu'on disait que la migraine, c'est un problème des vaisseaux sanguins. C'est les vaisseaux qui se dilatent et puis on donne des produits pour les faire contracter. Mais nos connaissances étaient limitées, mitigées. Vous allez voir, ça a évolué depuis ce temps-là. L'ergotamine, ça peut contrôler la migraine, ça peut créer un resserrement des artères et ça peut faire contracter les muscles. Alors, c'est pour ça que les vaches avortaient dans le champ. Et ça agit dans le cerveau pour s'attacher sur des récepteurs de la sérotonine, 5-HT. C'est un diminutif biochimique de la sérotonine. Puis ça agit sur une série de récepteurs. J'attire votre attention sur les 1B et les 1D. Les 1B, ça fait contracter les vaisseaux. Les D, c'est sur le bout des nerfs. Puis vous allez voir pourquoi je vous dis de regarder ça. Et retenez le mot indole. C'est un noyau dans la molécule, et vous allez voir ce milieu de molécules évoluer avec toutes les pilules qui vont arriver ou les substances qui ont marqué les changements dans la recherche. Avec les études du seigle, de l'ergotamine, le LSD a mis au monde un produit préventif qui était le Sancerre ou le méthylsergide, qui est du méthyldélysergique acide butylamide, donc un dérivé du LSD. Le Sancerre a été enlevé du marché québécois il y a à peu près 1 an. Il est enlevé du marché européen aussi parce qu'il était très peu utilisé. De rares patients pouvaient halluciner sur le Sancerre, mais c'était excessivement efficace pour réduire la fréquence des maux de tête. Son nom de recherche, c'était ça. Et vous voyez que c'est un antimigraineux, aussi utilisé pour traiter une autre forme de mal de tête qu'on appelle le cluster headache, que les Français appellent l'algie vasculaire de la face. C'était utilisé pour le syndrome carcinoïde.
c'est une activité, on l'utilisait aussi dans le syndrome de toxicité à la sérotonine et agit sur les récepteurs 5-HT2, B, C. Tout à l'heure, avec l'ergotamine, j'ai dit 5-HT1. Fait que 1, c'est une chose. La sérotonine a 7 frères. Puis les 7 frères vont de 1 à 7. Puis chaque frère ont des petits. 1A, 1B, 1D, 2A, 2C, etc. J'oublie tout le reste. Tout ça pour dire que quand vous parlez des ISRS, les pilules pour la dépression, il ne s'agit pas sur les mêmes sites que les triptans, qui sont sur les 1B, 1D, 1F, tandis que les antidépresseurs comme Zoloft, Cipralex, etc., s'agit sur des récepteurs 5-HT 1C, 2C, mais pas les mêmes que les récepteurs sur lesquels on utilise les triptans. Tout au long de la présentation, je vais vous dire qu'est-ce qui est en développement en 2017 au 21e siècle. Alors, à partir du seigle, 1930, on a développé le café-ergot, on a développé le DHE, la dihydroergotamine, qui, elle, vient du LSD. On a développé le méthylsergide, qui est le Sancerre. Tout ça est enlevé du marché. Le café-ergot est enlevé du marché canadien et européen. Mais encore, vous avez du DHE. Et ça va rester parce que c'est une molécule qui fonctionne bien, qui ne fait pas serrer les artères, mais plutôt les veines. Et le DHE a été développé par Novartis pour former un spray nasal qu'on appelle le Migranal. Et aujourd'hui, on veut développer le DHE en spray qu'on peut pulvériser par la bouche. Ça va être disponible bientôt aux États-Unis, mais il y a eu une barrière à cause du bidule pour le pulvériser par les voies respiratoires. Le FDA l'a bloqué pour un petit bout de temps, mais on ne l'aura pas tout de suite au Canada. Mais ça va venir peut-être. Et ça reste une bonne molécule. Là, je reviens au méthylsergide, parce que ça a été un point tournant pour l'arrivée du 20e siècle, ou la fin du 20e siècle, avant le début du 21e. Donc, les années 90. En 1984, avec l'arrivée du méthylsergide, on a pu établir les différents récepteurs. Les 7 frères de la sérotonine ont vu progressivement une naissance. Puis, avec le méthylsergide, il y a un chercheur du nom de Saxena, qui a fait son PhD en Belgique ou à Erasmus et à Rotterdam. Et son PhD portait sur la découverte de certains récepteurs très, très spécifiques, qu'on appelait dans ce temps-là les 5-HT receptor-like sensors. Et aujourd'hui, on sait que ces récepteurs-là sont les récepteurs du frère numéro 1, 5-HT 1B, 1D, 1F. Mais en même temps, en Angleterre, M. Patrick Humphrey, ce type ici, travaillait pour GlaxoSmithKline, et puis il est venu voir, et en passant, c'est à partir des études avec le méthylsergide que le Serotonin Club a pris naissance. Il y a eu un club de chercheurs qui s'est intéressé à tout ce qui se développait sur la sérotonine. Là, je vais attirer votre attention parce que l'image de droite est extrêmement importante pour comprendre comment ça se passe dans votre cerveau quand vous voulez traiter votre mal de tête. Alors, Dr. Saxena a travaillé sur l'union des vaisseaux veineux en bleu, et il y a des petits vaisseaux qui réunissent les vaisseaux bleus aux vaisseaux rouges. Ce sont des anastomoses artério-veineuses. Et c'est sur ces petits vaisseaux-là qu'il a découvert des récepteurs. Fait que si on regarde le vaisseau qui est là, on fait un grossissement du vaisseau. Vous avez en jaune des nerfs qui viennent s'attacher sur le vaisseau. Puis, du côté des nerfs, vous avez des récepteurs 5-HT1D. Puis, sur les vaisseaux, vous avez des récepteurs 5-HT1B. Puis, le nerf, il va arroser comme des pommeaux de douche. Quand le processus du cerveau s'allume pour allumer la migraine, le nerf va faire pleurer du CGRP sur la paroi des vaisseaux. Et ça va faire enfler le vaisseau. Et il y a des récepteurs sur le vaisseau qui sont les 1B, sur lesquels le CGRP va s'attacher. On me suit? Donc, les nerfs ont du 1D, les vaisseaux ont du 1B, les nerfs vont faire pleurer une substance chimique, une soupe chimique dans laquelle il y a 5 peptides, mais on retient le CGRP, on oublie le reste. Et une fois que vous avez compris ça, alors, grâce au méthylsergide, dans les années 80, donc pendant 10 ans,
GlaxoSmithKline et Patrick Humphrey, de 72 à 84, sont allés à Erasmus voir Dr. Saxena. Ils ont travaillé ensemble, puis ils ont développé une molécule, et cette molécule a permis d'élargir la théorie de la migraine, qui n'était plus juste une maladie avec une théorie vasculaire. On mettait de l'avant la théorie neurovasculaire. Pourquoi neurovasculaire? C'est qu'on impliquait maintenant les 1D sur les nerfs et les 1B sur les vaisseaux. Fait qu'imaginez, vous avez un casse de bain de vaisseau sanguin sur le cerveau, par-dessus ça, vous avez un casse de bain de nerfs, puis entre ça, vous avez du liquide. Puis ça, c'est branché à un système, un panneau électrique qu'on appelle le noyau du trijumeau, et quand l'orage s'allume, le casse de bain de nerfs fait pleurer une soupe chimique qui vient arroser le drain, ce sont les vaisseaux sanguins, le casse de bain de vaisseaux sanguins. Ça, c'est important de comprendre ça. Alors, encore une fois, l'Imitrex, immigrant en Europe, est arrivé au Québec en 1992. Si je vous parle d'Imitrex ou immigrant, ce n'est pas parce que j'ai des actions avec GlaxoSmithKline, et c'est le seul nom commercial que vous allez voir dans ma présentation ce soir. Fait que je n'ai pas de billet avec GlaxoSmithKline. Alors, vous voyez encore le noyau indole. La sérotonine a un noyau indole. L'indocide a un noyau indole. Le cafergot a un noyau indole. Les triptans ont des noyaux indoles. Le noyau indole est important. Quand il y a une molécule qui a ça, avant l'arrivée des anticorps monoclonaux ou des jetons, c'était important. Alors, on continue dans notre temps. Je suis dans mon temps. Alors, c'est à partir de là que les triptans se sont développés. Il y en a eu 7 qui sont arrivés sur le marché. Vous les connaissez tous. Vous avez eu le sumatriptan, naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan, L-triptan, almotriptan et frovatriptan. C'est toute une chanson, ça. Tout ça pour dire qu'il y a des triptans encore en développement. Alors, vous avez, je vous ai dit qu'il y avait 7 frères. Chaque frère a des enfants. Dans la famille 5HT1, ceux qui sont impliqués dans les mots-têtes, c'est 1B, 1D, mais il y a aussi du 7, le frère 7. Mais dans la famille 1, il y a le 5HT1F. À l'automne, en Irlande, il y avait un congrès qui était le Migraine Trust et la Fédération européenne des maux de tête. Et la compagnie qui a développé ou qui a acheté la molécule pour agir sur les 1F ont fait une étude. Et cette étude avait pour but de démontrer que ce triptan-là n'a pas d'effet sur les coronaires. Puis j'ouvre une parenthèse ici. Tous les triptans, les 7 triptans, s'attachent sur des récepteurs 1B, 1D. Dans les carotides, sur les carotides et sur la cérébrale moyenne, il y a beaucoup de récepteurs 1B. Mais au niveau des coronaires, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Puis il y a, à l'Institut neurologique, une de nos biochimistes qui a présenté à Rome une étude séminale sur la sécurité qu'on avait de donner des triptans, puis que ce n'est pas dangereux pour le cœur si le cœur n'est pas malade, même s'il y a des pressions thoraciques. Sauf que si vous avez 50 ou 60 ans, faites de la haute pression, vous avez du cholestérol, vous êtes diabétique, vous fumez, puis vous avez une douleur thoracique quand vous prenez un triptan, bien là, on peut s'inquiéter peut-être. Mais en général, si vous avez 40 ans, vous n'avez pas de facteur de risque. Ça peut arriver que ça pèse, mais ce n'est pas nécessairement votre cœur qui est en difficulté. Alors, le 5HT, l'agoniste 5HT1F, la niche, ce serait pour les patients qui n'ont pas de trouble cardiaque. Mais encore une fois, l'étude Gladiateur, il y a eu un petit peu de contestation, puis Santé Canada et le FDA demandent qu'il y ait d'autres études pour être sûr que ce qu'ils affirment est vrai. Tandis que ça serait pour la prévention, ça c'est pour arrêter la crise, et il y a des nouveautés qui s'en viennent. On prend du tout cuit pour le faire recuire, ou on a refroidi, on reprend. Alors le Optino, c'est du Imitrex en poudre pour le nez. Vous avez du Zembrace qui va venir en forme d'auto-injecteur. Il y a déjà de l'Imitrex en injecteur, mais ça va être une modalité un peu différente, un peu plus superficielle. Il y a le Suda qui est du sumatriptan en pulvérisation orale. Puis il y a le Risapar qui est une espèce de lamelle translucide que tu mets dans la bouche qui font un peu comme... je sais que ça existe là, pour le bon goût, là, à la menthe, vous mettez ça et ça va partir.
C'est tout des gamiques pour essayer de faire plus d'argent. Ce n'est pas nécessairement plus efficace, c'est tous des produits qui vont coûter plus cher. Lorsque les triptans sont arrivés, ça a ouvert la porte à de nouvelles recherches, parce que pendant toute la phase des années 90, aller au milieu des années 2000, les triptans nous ont fait comprendre comment on arrivait à contrôler la douleur de la migraine. Et c'est à partir de là qu'on a compris c'était quoi cette soupe chimique dans laquelle il y a 5 peptides. La substance P, la neurokinina, le CGRP qui est le plus important des larrons, l'oxyde nitrique et puis les PGE2. C'est pour ça que, quand on parle d'oxyde nitrique et de PGE2, que les anti-inflammatoires peuvent aider, que ce soit le Cambia, que ce soit l'Advil ou que ce soit l'indométhacine. Par contre, les triptans et tout ce qui s'en vient ciblent le pire des larrons, qui est le CGRP, que je vais vous répéter, ad nauseam. Alors, de 1988 à 1990, Peter Goadsby, c'est un neurologue qui est arrivé avec James Lance en Australie. James Lance, c'est le premier neurologue qui a dit « La sérotonine a un rôle important à jouer dans la migraine ». Et Peter Goadsby, ça a été son résident et son PhD. Et Peter Goadsby, depuis les 30 dernières années, c'est une sommité mondiale. Et lui, il est arrivé, il a fait des tests sur le noyau du trijumeau pour le provoquer chez les animaux et de d'autres façons chez les humains. Puis il a fait des prélèvements au niveau de la carotide, au niveau de la veine jugulaire, pour démontrer qu'en crise de migraine, le CGRP augmentait. Puis après la crise, le CGRP diminuait. Par contre, chez les chroniques, le CGRP est là tout le temps. Et c'est pour ça que le Botox est efficace chez les chroniques et non chez les épisodiques. Alors, pendant ces 10 années-là, on a mieux compris la biologie de l'événement douloureux de la migraine. C'est à partir de là que Mark Frost, SmithKline Beecham, Boehringer Ingelheim ont décidé de se mettre l'épaule à la roue. Ils ont développé une nouvelle classe de médicaments qu'on appelle les GEPA. Alors, le premier GEPA à venir au monde, c'est le H-alpha-CGRP 837. Oubliez ça, pas important. Mais d'où ça vient, ça? Pourquoi j'ai mis une truite? C'est que les généticiens ont découvert chez la truite une hormone extrêmement importante qui est la calcitonine. Quand on vous dit pour vos os, mangez du saumon, mangez les os du saumon, il y a du calcium là-dedans. Bien, chez le saumon, on a découvert cette hormone-là, mais qui est présente chez les humains. Et avec des études d'épissage, on a établi, en 1982, qu'on pouvait développer quelque chose qui allait agir contre une substance qui est le CGRP. Alors, le CGRP, c'est quoi? C'est un acronyme qui dit Calcitonin Gene Related Peptide, le peptide relié au gène de la calcitonine. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça, du CGRP? C'est un vieux neurotransmetteur qui existe depuis des millénaires dans toute la phylogénie qui existe, autant chez les grenouilles que chez les humains. Et ce peptide-là, c'est un peptide extrêmement... C'est le vasodilatateur le plus important du corps humain. Sauf que quand on le contrôle, on ne va pas le vasoconstricter, on ne va pas faire une contraction des artères, on va empêcher que ça ouvre. Puis là, vous allez dire, vous êtes en train de me dire que le CGRP, c'est quelque chose qui dilate les vaisseaux. Oui. Puis tu es en train de me dire que les GEPA, ça bloque le CGRP, donc ça va faire contracter les vaisseaux. Non. Mais ça va empêcher les vaisseaux d'ouvrir. Mais vous avez dit qu'au début, il y avait la théorie vasculaire de la migraine. Oui. Puis après ça, j'ai parlé de la théorie neurovasculaire. Oui. Mais on sait, puis je vous ai montré une image où est-ce qu'il y a des fibres jaunes. Ça, c'est le nerf. Je vous ai montré un vaisseau. Ça, c'est le vaisseau. Alors, le CGRP, c'est aussi un nocicepteur. C'est une substance qui stimule le signal sensoriel, en plus d'être un produit qui a un rôle à jouer dans l'ouverture des vaisseaux sanguins. Alors, les études avec les premiers produits, moi j'ai contribué à ces études-là, le MK0974, nous a permis de mieux comprendre le rôle du CGRP dans la douleur comme étant une substance antinociceptive, un stabilisateur des vaisseaux sanguins, c'est contre le CGRP, puis c'est une option qu'on aurait pu prescrire aux patients qui ont des troubles coronariens.
Sauf que Dr. Ho de chez Merck m'a demandé, comme tu as beaucoup de patients, peux-tu vérifier parmi ta cohorte de patients combien de patients migraineux ont le cœur malade? Alors j'ai fouillé 3000 patients, puis j'en ai trouvé 98. Alors quand on essayait de développer un produit qui serait approprié pour les gens qui ont des troubles cardiovasculaires, c'est pas une grosse cohorte. Et l'argent mène le monde. Vous savez tout ça. Alors, tout ça pour dire que le développement a été arrêté pas à cause de ça. C'est qu'une des molécules, ils se sont encouragés à vouloir utiliser un produit qu'on devait donner momentanément pour arrêter la crise. On a décidé d'en utiliser un à tous les jours dans le but d'espacer les crises, comme prophylactique. Et il y a un petit groupe de patients qui ont développé des troubles enzymatiques hépatiques. Ils ont décidé d'arrêter l'étude. Alors, les jepans en développement, alors dans les années 2000-2004, on arrête le développement des jepans. Finalement, Allergan décide d'acheter pour 250 millions 2 molécules de Merck, le Ubrogepan et le Atogepant. Mais ce sont des molécules modifiées et on a de l'évidence comme quoi, sur le plan hépatique, on n'aura pas ces problèmes-là, on l'espère. Alors, le Ubrogepan, sa fonction, ça sera comme Zomé, comme Imitrex, comme Maxalt. Momentanément, j'ai mal à la tête, j'ai une migraine. Je vais prendre un Ubrogepan pour arrêter ma crise. Début d'action un petit peu plus lent, durée d'action un peu plus longue. Chez les femmes à la menstruation, quand j'ai participé au développement du Telca-Gepan, les femmes qui avaient des états de mal migraineux au moment des règles, c'était une fois sortis de la phase placebo, là, à double insu, et qu'ils étaient sur la phase à longue durée. Pendant les migraines menstruelles ou la migraine en status, à la menstruation, c'était magique. Le Atogepant, sa fonction, ça va être comme produit préventif. Ça s'en vient, les études vont commencer instamment là, cette année. Arrive le Botox. Où est-ce qu'on en est avec ça? Alors, oui? Est-ce que les gens veulent s'étirer? Non? Parfait. Gênez-vous pas, moi je suis ouvert à n'importe quoi. Il y a, ici au Canada, il y a 4 produits approuvés pour la migraine par Santé Canada. Sandomigrant, Sibelium, Topamax et Botox. Tout le restant, une expression anglophone qui veut dire ça a été trouvé serendipity, c'est-à-dire par hasard. Et de fil en aiguille, avec le temps, l'usure du temps, ce sont des substances qui mondialement ont continué à être utilisées. Mais Inderal, Lopressor, Corgal, Elavil, Aventil, ce sont des produits qui ne sont pas approuvés par Santé Canada, mais utilisés dans le traitement préventif de la migraine. Le Botox, il y a 8 toxinotypes. Il y a des toxinotypes qui vont infecter les animaux, les poules. Puis il y a 3 toxinotypes qui vont infecter l'humain, le A, le B et le E. Il y a le H, qui est un secret militaire, qu'on ne peut pas voir, on n'a aucun accès au H. C'est un gros secret. Mais quand vous vous demandez, est-ce que c'est un produit dangereux, la réponse est non. C'est une protéine qui, sur le plan digestif, si on vous met ça dans votre nourriture ouverte, là, vous ne serez pas intoxiqué, il faut que ça se fermente dans une canne sans air, puis il faut que le microbe produise du jus, et que vous mangez ce jus-là pour avoir l'empoisonnement alimentaire avec une paralysie molle. Fait que soyez pas inquiets, ce n'est pas une drogue dangereuse. Si vous regardez cette molécule-là, c'est gobé par les nerfs moteurs et sensoriels aux endroits où on l'injecte. Ça ne rentre pas dans le sang si on n'injecte pas dans le sang. Dans le nerf, c'est coupé en deux, puis c'est le petit bout ici qui devient actif, et ça bloque la machinerie du nerf pour empêcher le CGRP de sortir. C'est en bloquant le CGRP que ça fait son travail anti-migraine. Il y a 3 types de toxines sur le marché. Il y a Onabotulinum toxin, Incobotulinum toxin et Abobotulinum toxin type A. La plus efficace, c'est Onabotulinum toxin. Il y a un brevet très serré sur cette molécule-là et tous les autres ne peuvent pas s'en servir pour la migraine parce que les avocats d'Allergan ont clairement établi un pattern qu'on ne peut pas toucher. L'historique, ça a commencé en Allemagne. Et le mot botulus, là, en allemand, ça veut dire saucisson.
Alors, en Allemagne, dans un petit duché, il y avait un paquet de gens qui avaient une intoxication alimentaire. On s'est posé des tonnes de questions à savoir c'était quoi l'affaire, pour finalement découvrir en 1870 que c'était le boudin noir dans les pots des charcuteries où l'aspect sanitaire était inapproprié, que le microbe du botulisme poussait. On a commencé par l'appeler botulinum, par la suite on l'a appelé Bacillus botulinus. Et une petite histoire intéressante qui est ici pour vous épargner tout le reste. Il y a 2 médecins à Vancouver, des carouters. Un des médecins est ophtalmologue, l'autre, son épouse était dermatologue. Alors, la dermatologue a injecté du botox à sa secrétaire qui avait des sillons un peu partout, mais il ne savait pas que la secrétaire avait mal à la tête. Alors, elle le regarde, elle revient un jour, regarde sa secrétaire, le pli est encore là, fait qu'elle n'avait pas mis assez, mais la secrétaire lui dit, tu sais, j'avais mal à la tête, depuis que tu m'as mis ça, j'ai plus mal à la tête. Elle en parle à son mari, l'ophtalmologue, puis dans le même bureau, j'ai un de mes collègues, Gordon Robinson, l'ophtalmologue traverse le couloir, va voir Gordon Robinson, puis lui dit, écoute, ça a l'air à marcher dans les maux de tête. Il a écrit un petit texte de 5 lignes qui fait le tour du monde, et dans les années 90, le processus pour la migraine a commencé. Et c'est le médicament qui a été le plus étudié au monde. C'est le produit qui a eu le plus d'articles scientifiques de publiés au monde. Et c'est en médecine un des produits les plus utilisés par toutes les spécialités ou par plusieurs spécialités. Toutes ces spécialités-là peuvent utiliser du Botox pour différentes raisons. Alors, qu'est-ce qu'il y a en développement du côté du Botox? C'est pas une faute de frappe, là. C'est du Bitox. C'est en train d'être développé à Cambridge, en Angleterre. C'est une molécule de Botox, mais qu'on a modifié sa capsule pour que ça ait un effet uniquement anti-nociceptif. On ne veut pas que ça paralyse le muscle, parce que quand je lève les sourcils, c'est un nerf moteur. Quand je serre des dents, c'est un nerf moteur. Si je me pince le sourcil, c'est un nerf sensitif. Alors le Botox rentre dans les nerfs moteurs et les nerfs sensitifs. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a décidé de commencer à utiliser le Botox pour soulager la douleur, parce que les neurologues qui prennent du Botox pour la dystonie, comme ça, c'est que ça commence à soulager le cou avant que le spasme relâche. C'est à partir de ces articles-là que moi je m'y ai intéressé en 1990 pour demander à l'Ergan de venir me voir pour qu'on puisse partir le processus ici au Québec. Alors le Bitox, c'est pour l'avenir. Les Japons ont amené nos connaissances sur le CGRP et finalement, les anticorps monoclonaux ont progressivement pris naissance. Je suis arrivé en médecine des céphalées, le vent dans les voiles avec les triptans, parce que les pauvres migraineurs, pour soulager leur migraine, avant les années 90, il y avait le fiorinal, les dérivés de la morphine et le cafergot qui rendait malade et qui est une drogue, où encore les biochimistes ne savent pas quel est le profil de pharmacocinétique, pharmacodynamique. Alors, j'espère que je vais quitter ma profession ou quitter le vent dans les voiles avec des gens heureux et qui seront soulagés par l'arrivée des anticorps monoclonaux. Alors, Milstein a gagné un prix Nobel de la science avec la mise sur pied d'une technologie assez particulière. Pas parce qu'il a fait le premier anticorps monoclonal, mais pour arriver à faire ces anticorps-là. Alors, en blanc, c'est un anticorps monoclonal. C'est comme un Y. Puis, dans cette branche-là et cette branche-là, il peut y avoir tout de l'humain et de l'animal, juste de l'animal. On ne touchera pas à tout ce qui est juste de l'animal. Puis ça, c'est un ligand. Puis il y a un récepteur. Souvenez-vous de l'image que je vous ai montrée où est-ce qu'il y avait un fil jaune, puis il y avait un vaisseau. Puis entre le fil jaune et le vaisseau, il y avait un petit peu des petits pitons. Alors, ces pitons-là sont les ligands, c'est-à-dire le CGRP qui se promène. Sur le vaisseau, vous avez 5HT1B, 1D, ça c'est le récepteur. C'est important de retenir ça, parce que les anticorps monoclonaux, il y en a qui vont agir sur la soupe qui se promène, donc sur le ligand, et il y en a d'autres qui vont se fixer carrément sur le récepteur. Donc, il y en a qui vont boucher le pommeau de douche, puis il y en a d'autres qui vont boucher le drain de la douche. Je ne sais pas si c'est une image qui peut être assez claire.
Alors, l'historique, Kohler et Milstein, pendant des années, se sont cassés la tête pour comment faire qu'on puisse avoir une cellule qu'on peut reproduire, et qu'elle ne meure pas. Alors, ils ont réussi, avec l'arrivée de la biotechnologie qui est ici, à faire un hybridome. Ne retenez pas ce nom-là. Et grâce à la fabrication d'un hybridome, ils ont réussi à arriver à faire des anticorps monoclonaux. On va vous montrer c'est quoi un hybridome. Mais un anticorps monoclonal, ce qui est particulier, c'est une grosse molécule. C'est une grosse molécule qui, comme vous pouvez lire, n'a pas de métabolite, c'est-à-dire des bébés de produits chimiques qui viennent de la molécule mère ou du père. Il n'y a pas de bébé méchant. Puis, c'est une substance qui va se faire briser en acide aminé. On est fait d'acide aminé. Et ces substances-là vont aller mourir dans le cimetière du corps humain. Le cimetière du corps humain, c'est le système lymphatique. C'est des petits vaisseaux qui produisent la lymphe. Puis le cimetière, le gros cimetière de Côte-des-Neiges de notre corps, c'est la rate. Alors, ces substances-là vont aller se faire dégrader au niveau de la rate. Et il n'y a pas d'interaction avec d'autres médicaments. Quand M. Castonguay lui disait « j'ai pas eu l'effet secondaire », bien, il vous a dit la vérité parce qu'il n'y a pas juste lui. Nous avons, avec Catherine Demers, recruté beaucoup de patients pour les différentes compagnies avec qui nous travaillons. Et les patients sont heureux, puis ils ne sont pas affligés d'effets indésirables notables. C'est des produits qui restent longtemps dans le sang. La demi-vie, ça arrive dans le sang, ça va devenir un max, puis après la demi-vie, c'est quand tu arrives au max, puis là, ça commence à descendre. Fait que ça reste dans le sang 1 mois et 1 semaine. Fait que quand vous dites, je prends du Zomig, pour prendre l'option de M. Castonguay, ça reste dans le sang 4 heures, sa demi-vie, c'est 2 heures. Si ça répartit à ta migraine, puis que ça revient le lendemain, c'est parce qu'il n'y a plus de Zomig dans le sang. Tandis qu'un produit qui s'attache soit sur le CGRP ou sur le récepteur sur lequel le CGRP va agir, ça reste dans le système 1 mois et 1 semaine. Ça prend à peu près 4 à 10 jours, 4-5 jours avant d'agir. Puis, il va y avoir un max dans le milieu. Puis, vers la fin, le mal de tête peut commencer à revenir. Puis, au bout de la ligne, bien, on donne une autre piqûre, puis ça y est, ça va bien. Alors, il y a dans la course AMG 334, c'est la molécule de Amgen, 70 mg. Vous avez la molécule de Teva Innovation, 675 mg ou 225. Vous avez la molécule de Eli Lilly, qui est de 120 mg, puis j'en ai omis une, qui est la molécule de Alder. Je ne l'ai pas mentionnée parce que c'est une molécule intraveineuse, elle va rester intraveineuse, et je ne sais pas si elle va faire sa place au Québec, on ne sait pas si elle va faire sa place en quelque part. Ceci étant dit, c'est la première fois que nous avons des produits préventifs qui peuvent offrir une diminution à un si grand nombre de patients de plus que 50% du nombre de jours de maux de tête dans le mois, et un si grand nombre de patients, plus que 75% d'amélioration dans la fréquence des maux de tête dans le mois. J'achève. 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'un hybridome? C'est une image un peu compliquée, c'est une image trop chargée, c'est une image qui est petite, je suis désolé. Alors, cette souris, elle coûte 5 000 $ parce qu'on lui a enlevé un SNP. Alors, on prend une souris, à ce moment ici, mais avant, une cellule souche. C'est une cellule qui se reproduit, qu'on prend sur un cordon ombilical, et vous avez ici un chromosome de souris. Dans cette cellule souche, on va mettre un chromosome humain de CGRP. On va injecter la cellule souche qui contient du chromosome de souris de CGRP et du chromosome humain de CGRP dans une souris, puis on va la faire accoupler à une souris transgénique à qui on a enlevé tous ces gènes de souris de CGRP. Le problème, c'est de faire vivre cette souris-là. C'est un gros problème, puis un problème coûteux. Une fois qu'il y a des petits, puis que la souris survit, elle n'a que des chromosomes de CGRP humain. Puis là, on va faire un prélèvement de sang, et vous avez ici
des anticorps qui se sont formés sur le CGRP humain. Et ceux qui ont gagné le prix Nobel ont été capables de faire en sorte que ces substances-là, sur des cellules cancéreuses de myélome, qu'on fait survivre ces cellules-là à tout jamais pour finalement avoir des cellules qui produisent des anticorps monoclonaux. On lave ces cellules-là, puis on a des anticorps monoclonaux. J'ai presque fini. Alors, cette image est pour vous dire que Alder, ça c'est l'intraveineux, je ne vous en parle pas parce que ça ne fera probablement pas avec M. Barrett, ça ne fera pas la finance. Ça va être trop coûteux. Puis après ça, vous avez Erinumab, retenez la terminaison MAB, puis après ça, vous avez Galcanezumab, retenez la terminaison Zumab, vous allez voir pourquoi. Et le produit de Teva Innovation, c'est Framezumab. Alors, vous avez ici à droite une photo qui est trop petite, mais il fallait que j'éduise mes diapositives. Celle-ci, elle est totalement humaine. On va l'appeler UMAB. Il n'y a pas de portion de souris là-dedans. Tandis que ceux qui sont Zumab, 95% humains, 5% un petit peu de non-humains. Je termine avec cette diapositive. À gauche, vous avez le bout d'un nerf jaune, le trijumeau. Okay? Le nerf trijumeau. À droite, vous avez un nerf qui va donner un signal à un autre nerf qui est sur un vaisseau sanguin. Ensuite, vous avez des neurotransmetteurs, qui est le glutamate. Vous avez le CGRP. Vous avez la substance P. Ces substances-là, quand ça arrose des nerfs placés sur des vaisseaux, ça va allumer le procédé de la douleur. Alors, vous avez les triptans qui vont bloquer certaines de ces substances-là, mais ça reste dans le sang à peu près 4 heures. Puis ensuite, vous avez les jetants qui, eux, vont rester dans le sang à peu près 6 heures. Puis vous avez les anticorps monoclonaux qui peuvent soit se lier au ligand, c'est-à-dire le CGRP qui se situe dans la soupe entre deux nerfs, ou encore comme celui de Amgen qui va se fixer sur les récepteurs. Ainsi dit, enfin, on a de l'espoir pour les gens qui souffrent énormément. Fin de cette histoire. Si vous avez des questions, allez-y. C'est une bonne question. La question était pourquoi la migraine arrive souvent le matin, mais elle a omis d'ajouter souvent le matin et très forte le matin. Alors, il y a trois possibilités. Je vous ai dit que les migraineux manquent de sérotonine. Okay? Alors, quand on dort, pendant qu'on dort, il y a une architecture particulière du sommeil. Au début, le cerveau est excité, les neurones sont excités. C'est le sommeil, un mouvement oculaire rapide. La sérotonine dans le cerveau est à un certain niveau. Puis au fur et à mesure qu'on s'endort, puis qu'on a une belle architecture du sommeil, on n'a pas de misère à dormir, là, les neurones deviennent presque dans le coma, ils ne s'excitent plus. C'est le sommeil θ. Puis au fur et à mesure qu'on va se réveiller aux petites heures du matin, les neurones s'excitent encore. Mais pour se réveiller ou pour rêver, pendant le sommeil, mouvement oculaire rapide, la sérotonine va tomber en bas de certains seuils, et ça peut déclencher la migraine. Fait que souvent, les patients vont dire, je me suis réveillé à 4 heures du matin, je rêvais que j'avais une migraine, j'avais une migraine. Ensuite, les gens qui ont de l'apnée du sommeil, ce n'est pas la cause de la migraine, mais l'apnée du sommeil peut procéder à différentes activités au niveau cérébral qui vont favoriser le déclenchement d'une crise de migraine aux petites heures du matin. Puis ensuite de ça, des patients qui ont des gros problèmes de cou, qui sont migraineux. Le cou, c'est une chose, la migraine, c'est une autre chose. Puis à cause des nerfs qui s'allument à la partie haute du cou, qui sont branchés dans le cerveau avec le trijumeau, le système trigymino-cervical, si le cou est canté, si on dort sur le ventre, on a le cou canté d'un bord, des gros oreillers, à l'hôtel en vacances, dans les Caraïbes, avec un lit qui n'est pas confortable, des grosses oreillers, ben à ce moment-là, ça déclenche le cou, puis tu peux avoir mal à la tête et au cou, au réveil. Les trois raisons. Bonne question. Autre question. Oui? Pourquoi, au début, j'avais quelques épisodes par mois, et après de prendre les médicaments, ça s'est émoussé. Vous
c'est devenu donc pas au lieu de 3 épisodes par exemple de 2-3 jours par mois, de longues périodes de 10-15 jours. Je lisais là-dessus, on parlait du lien avec la médication, les analgésiques, je me demande pourquoi. Et je pense que on est plusieurs à devenir tranquillement porteurs de migraine chronique. La question est claire. Pourquoi la maladie peut évoluer Oui. d'épisodique à épisodique fréquent ou d'épisodique fréquent à chronique, c'est ça? Alors, toutes les maladies peuvent avoir ce genre de progression, que ce soit l'asthme, l'hypertension, le diabète, la migraine aussi. Alors, toutes les maladies, pas juste la migraine, il y a des facteurs de risque pour que la maladie progresse. Parmi les facteurs de risque, ce sont des crises mal contrôlées au départ. C'est la présence au départ de trop de crises mal contrôlées, des nuits sans sommeil et une atteinte de l'humeur. Alors, je m'explique. Une crise mal contrôlée, on revient au CGRP. Si tu prends par exemple du Tylenol, de l'acétaminophène, et que ça fait que décapiter un petit peu ta douleur, ou ça fait rien, tu es obligé d'en prendre 6 ou 8 pour que tu contrôles à peine 25% de ta douleur, bien, ce qui va arriver, c'est que la soupe de CGRP va rester. Et si cette soupe reste, c'est facile à réallumer, fait que tu vas avoir ta crise demain, puis ta crise peut durer 72 heures. Puis si tes crises commencent à être plus fréquentes parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour les arrêter, entre les crises qui deviennent plus rapprochées, tu as trop de CGRP et d'autres substances irritantes, et ça devient plus facile à se réallumer. Et pour ce qui est des médicaments pris de façon répétée, ce n'est pas une question d'abus. Vous n'êtes pas des toxicomanes, vous êtes des patients affligés, humains, avec une légitime raison de vouloir vous soulager. Alors, ce qui arrive, c'est que, après, dans les 2 premiers mois, plus tu prends des pilules, là où les pilules s'attachent, ça s'attache sur des récepteurs. Vous avez vu des récepteurs. Pour accommoder vos pilules, les récepteurs vont augmenter. Puis plus tu augmentes les pilules, plus il va y avoir de récepteurs. Mais à la longue, après 2 mois, les neurones vont devenir de plus en plus irrités. Elles vont perdre le récepteur. Et là, vous avez parlé du mot émoussé. La migraine se décapite. Et c'est là que les patients vont dire « j'ai un mal de tête comme tout le monde », puis très souvent, ils ne nous en parlent pas de celui-là. C'est-tu à 4 ou 6 sur 10? C'est le mal de tête de tous les jours comme tout le monde, c'est pas vrai. C'est une migraine décapitée. Avec, quand on questionne comme il faut, il y a des éléments migraineux là-dedans. Mais c'est simplement parce que la biologie du cerveau a changé. Et à ce moment-là, ça se chronicise de plus en plus. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'enlever le silencieux qui garde les neurones très irrités, un peu plus tranquilles. Mais dès que tu arrêtes le silencieux, les neurones sont au vif, ça se met à crier. C'est pour ça que le patient se retrouve à l'urgence un week-end qui n'avait pas ses pilules, parce que la crise est tellement forte. Mais ce que les patients ne savent pas, c'est que s'ils maintiennent ça pendant 2-3 semaines, les neurones vont vivre une convalescence et progressivement, tu ne vas pas guérir, mais le processus peut s'apaiser. Et là, on peut vous aider puisque les neurones vont refabriquer des récepteurs. J'ai répondu à la question? Je pense que oui. OK. D'autres questions? C'est dans le même sens, sinon. Oui, c'est à votre tour. C'est juste pour ajouter, mais qu'est-ce que vous pensez des migraines rebonds? Bien, le rebond, c'est l'événement qui se produit pendant la journée. Exemple, tu te réveilles le matin, tu as mal à la tête, c'est écœurant. Au départ, tu as mal à la tête 20 jours par mois, 25 jours par mois. Pendant la nuit, si tu as dormi 5-6 heures, tu n'as peut-être pas pris de pilule, mais tu en as pris avant de te coucher. Là, tu te réveilles avec un mal de tête à 8 sur 10. Tu prends tes 2 Tylenol, parce que Tylenol, ça guérit tout. Et fait que tu réussis à diminuer ta douleur un petit peu, mais ça reste dans le sang 4 heures. Fait qu'arrive la fin de l'avant-midi, le mal de tête remonte. Ça commence à rebondir. Tu prends 2 autres, 3 autres, 4 autres Tylenol, ça redescend un peu, mais ça reste dans le sang 4 heures. Fait qu'au cours de la journée, avec des produits à l'étalage, si vous êtes piégé dans des maux de tête 20 jours, 25 jours par mois, et que vous utilisez des produits à l'étalage non spécifiques pour la maladie, pendant la journée, ça se promène en dents de scie, fait que ça rebondit à répétition dans la journée. Ça, c'est une forme de rebondissement ou de rebond.
Il y a une autre forme de rebond qui est la catastrophe. Le patient qui est sur le Fiorinal, par exemple, et qui en prend 80 par mois, le docteur est parti en vacances, il n'a pas eu sa prescription, il est en manque, l'urgentologue ne veut pas y en donner, il se retrouve à la salle d'urgence, là il a mal à la tête 22/10, la tête dans un sac, et il a mal à la tête, il pense qu'il va mourir. Ça, c'est un phénomène de rebond parce qu'il vient d'être en manque de son Fiorinal, ou encore de son triptan, mais le manque est moins pire que des substances addictives comme le Fiorinal. Ça, c'est un phénomène de rebond qu'on appelle l'état de mal migraineux. La cause la plus fréquente de status migraineux à l'urgence, c'est le patient qui est en manque de sa médication, qui surutilise. C'est ça, la surutilisation. Donc, c'est là qu'on parle de rebond médicamenteux. Exactement. Mais dans la classification internationale, ça s'appelle une céphalée d'origine médicamenteuse, qui a comme conséquence le phénomène de rebond. Monsieur Castonguay, puis après, vous en arrière. La question, c'est par rapport à la réponse de l'idée tantôt, qu'est-ce qui arrive le phénomène quand, supposons, le sevrage, quand on fait un sevrage de triptan, par exemple. Est-ce que la question, c'est quelle est la modalité de nous sortir de ce piège et qu'est-ce qui arrive si on fait ça tout seul? D'accord? Parlons des Amazones qu'il y a dans la salle qui décident de faire ça d'eux-mêmes. Voilà, bravo, félicitations. Alors, il faut prendre son courage à deux mains. Il faut que le patient comprenne qu'est-ce qui va se passer. Alors, il faut lui expliquer que si, par exemple, la première question qu'on doit poser, c'est au départ, quand ça allait bien dans ta vie, c'est-à-dire quand tes migraines étaient peut-être plus tranquilles, combien de jours par mois tu avais mal à la tête? S'ils nous disent une fois par 3 mois, puis là, ils ont mal à la tête 25 jours par mois, ça fait juste 1 an qu'ils sont piégés avec 20 jours par mois de maux de tête, ça va être plus facile d'aider ce patient-là que celui qui lui dit « Moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans, puis déjà à l'âge de 9 ans, j'avais mal à la tête 12 jours par mois. Et depuis les 10 dernières années, j'ai mal à la tête 25 jours par mois. » N'oubliez pas la génétique, là. OK? Alors, celui que ça fait 1 an, puis qu'il a mal à la tête 20 jours par mois, alors qu'il avait mal à la tête moins de 2-3 jours par mois, puis qu'il est sur un produit à l'étalage, il peut faire ça tout seul. Mais ça prend un minimum de 2 à 4 semaines pour que les neurones vivent leur convalescence. Puis en général, on ne donne rien. C'est sauvage, mais on ne donne rien parce que ne faut pas changer une pièce pour 4,25 cents. Puis, il y a des patients qui nous disent, on dit aux patients 12 triptans par mois. Puis ils reviennent au bureau en disant, j'ai pris tes 12 triptans, mais ils ont coupé en 4. Puis ils ont pris des petits corps à tous les jours. C'est un problème, là. Il faut lâcher les neurones, là. Fait que quand on fait ça à fois tout seul avec des produits à l'étalage, ça va rebondir pendant la première semaine. Ça va commencer à diminuer. L'intensité de la douleur va commencer à diminuer dans la 2e, 3e semaine. Puis à la 4e semaine, on recommence un traitement spécifique pour arrêter les crises et un traitement préventif. Pour celui qui est très piégé, il y a des protocoles qui existent. Alors, il faut arrêter la médication. Il y a des protocoles qu'on peut faire à la maison avec de la prédnisone. Puis, il n'y a aucun protocole qui a été validé à l'international où tout le monde est d'accord que c'est celui-là, celui-là ou celui-là. Tout le monde a un protocole valable, mais avec une durée différente. À Montréal, on fait 2 semaines. En Allemagne, ils font 7 jours. En Hollande, 7 jours. Ça dépend du pays, mais on utilise de la prédnisone. Pourquoi? Parce que la prédnisone contrôle le CGRP. D'accord? Monsieur, c'est quoi un patient très piégé? Bien, c'est le patient qui a mal à la tête 25 jours par mois. Et s'il prend des pilules à l'étalage, il prend à peu près 250 Tylenol par mois. 200 à 250 Tylenol par mois. Et on fait une petite grimace, mais moi, j'ai eu ça. Puis j'ai vu des patients avec 90 Fiorinal par mois. Ensuite, les triptans. Normalement, on conseille d'utiliser 12 triptans par mois. Pas parce que ça coûte cher, pas parce que c'est dangereux, pas parce qu'il y a de l'accoutumance à ce produit-là. C'est que si tu prends 12 triptans par mois, c'est que ta maladie est en train de se dérégler. Il faut que les radars de tout le monde s'allument. Puis pour répondre à ta question, un patient très piégé, c'est qu'il prend plein de pilules qui ne marchent pas avec plein de maux de tête. Il est très piégé. C'est un mot que moi j'ai inventé pour dire que ça va mal.
Ça va bien, bien. Il y avait une dame en arrière. J'ai-tu répondu assez à ta question? Il y a des protocoles aussi à l'hôpital chez les gens qui utilisent des narcotiques ou encore des substances avec du butalbital comme le fiorinal. Ces gens-là ont une addiction en plus d'avoir une céphalie d'origine médicamenteuse et qui vont rebondir. Ils vont aussi sevrer, c'est pas pareil. Fait qu'on les voit à l'hôpital. En arrière? Oui, alors les fameux anticorps monoclonaux, Oui. quand est-ce qu'on peut penser que ça va être disponible? Où en est le processus de recherche? Je pense que c'est une question très légitime. Je peux vous dire qu'il y a une compagnie qui nous a confirmé qu'il faisait déjà auprès du FDA aux États-Unis la demande de notice de certification, c'est-à-dire que les études de phase 3 de prolongation sont terminées. La même compagnie nous a confirmé qu'ils allaient faire une demande de notice de certification pour que ça puisse arriver au Canada en 2018, au milieu de l'été. Alors, même si c'est approuvé par Santé Canada dans le premier quart de 2018, après ça vient Money Runs the World, l'argent. Et au Québec, c'est une chose, puis le reste du Canada, c'est une autre chose. Alors, 2018, c'est une période cible. J'ai vu une main là, une main là, une main là, une main là. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai oublié. On commence là. Excusez-moi. J'ai des années. Ça a pu s'amener. Non, déjà, c'est une très belle présentation. En fait, j'ai plusieurs questions. Déjà, concernant l'étude que vous avez faite, vous avez permis le zomig, le triptan. Cependant, c'est un anti-CGRP, donc c'était un peu un biais dans votre étude. Non, pas du tout. Que vous donnez un anti-CGRP en même temps. Le mécanisme d'action du zomig n'est pas uniquement anti-CGRP. Il agit sur d'autres substances au niveau cérébral. Il agit sur d'autres récepteurs différents de l'anticorps monoclonal. Et la durée d'action du triptan n'est pas la même que la durée d'action de l'anticorps monoclonal. Cette question est pertinente, elle a été discutée, et ce n'est pas un biais, puisque le produit, au bout de 4 heures, est sorti. Et en général, on déconseille aux patients d'utiliser plus que, dans les critères d'inclusion-exclusion, ça serait sauvage de notre part, en développement, de priver les patients d'une substance reconnue, efficace, avec une durée d'action connue, avec des sites d'action différents de l'anticorps, de les priver de ces options-là. Personne ne voudrait participer à l'étude. Mais ce n'est pas un biais dans l'efficacité du produit. Est-ce que le CGRP peut être considéré comme biomarqueur pour savoir si une personne a migré? Ça aussi, c'est une question pertinente. La réponse, c'est on n'est pas sûr encore. Et dans les études que nous faisons actuellement, on fait des études génétiques, on fait aussi des études pour la biobanque. Et tous ces aspects-là vont nous permettre de vérifier. Et la raison pourquoi j'ai mis le GWAS et le Genome-Wide Association Studies, pendant les études que nous faisons actuellement, on ne faisait pas ça dans les années 90, ni dans les années 80, ça va nous permettre de répondre à cette question-là. Et pour moi, ça serait sur le plan des assurances, et des assureurs qui font chier tout le monde. Parce que quand tu es malade, puis l'assureur ne veut pas te payer parce qu'il dit tu as mal à la tête, avec un biomarqueur, tu prends une prise de sang, tu dis ça c'est élevé, ce patient-là est malade, vous devez le payer. Ça vient de même aussi pour tout ce qui est études de pharmacogénomique, polymorphisme aussi, je sais, les assurances sont très Ouais. 2 questions, suffit. Prochain. Désolé, on peut en parler après. Où est-ce qu'on était rendu? Il y avait là, on va en arrière, puis après ça, on va à gauche. Go! Oui. Moi, j'ai des injections de Botox, mais je me retrouve dans une situation dont c'est intéressant. Les migraines sont moins intenses, puis c'est donc moins intense déjà. Mais je suis toujours en état post-hangover, post-migraine. En fait, ça, c'est comme avec un mot de tête tous les jours quand même, mais ils sont beaucoup moins intenses. Est-ce qu'on peut penser que les anticorps monoclonaux puissent agir sur le ralentissement psychomoteur, la fatigue résiduelle? Est-ce qu'on peut penser qu'on va avoir un peu moins cette fatigue-là qui est tout le temps là? Est-ce que j'ai bien compris votre question? Je vais répondre en disant oui, vous pouvez espérer ça. Ça, c'est la réponse courte. Sauf que je suis un petit peu perplexe par les commentaires que vous venez de faire parce que moi, j'ai une très, très grosse clientèle de patients migraineux chroniques qui reçoivent du Botox. Évidemment, ça n'aide pas tout le monde
à 75%. Mais j'ai revu les 570 dossiers et j'ai regardé ceux qui répondaient à 50%, à 75%, à 90%, ceux qui ont débarqué au bout de 2 séances d'injection, ceux qui ont à peine 30% d'amélioration. Ils ont mal tout le temps, mais l'intensité a baissé de 50%. Le Botox, s'il n'est pas injecté intravasculaire, ne donne pas d'effet secondaire systémique. Il ne donne pas d'effet secondaire systémique. Alors, par contre, j'entends ceci. Je sais que je vais avoir une migraine. Je le sais. J'ai des symptômes annonciateurs. J'ai de la misère à me concentrer, comme disait M. Castonguay, quand il était en état de migraine. J'ai peut-être un petit mal de cœur. Je suis sensible beaucoup plus à la lumière, mais le mal de tête ne vient pas. Alors, oui, chez les patients qui ont vu une diminution de la fréquence de la migraine, ils peuvent sentir que le processus veut venir, mais il n'apparaît pas. Si vous êtes constamment comme ça, je pense que ça vaudrait la peine que vous puissiez vous rasseoir avec le médecin qui vous injecte en dehors d'une journée d'injection pour qu'il refasse une vérification de votre état général et de rediscuter de votre état de mal de tête pour voir s'il y a des choses qui ne pourraient pas modifier dans tout ça. In the back. À partir de quand c'est considéré chronique et que le Botox peut être utile? OK. Excellente question. Comme toutes les questions ce soir. Vous savez, les humains ont tendance à mettre des balises. Alors, la balise que je vais vous donner, ce n'est qu'un phare. Alors, 15 jours et plus, depuis plus de 3 mois, dans les livres, définition, migraine chronique. Plus que 3 mois, plus que 15 jours par mois. Mais ça, c'est un phare. On peut avoir un patient, par exemple, qui, un mois, a mal à la tête 10 jours. Sur 4 mois, il y a eu 1 mois, 10 jours, puis les 3 autres mois, ça a été 18, 22. Puis un autre 4 mois, il y a eu 3 mois, 10 jours, puis 2 autres mois, 22. Est-ce qu'il est chronique? Fort probablement. Est-ce qu'on peut lui faire du Botox? Si, plus souvent qu'autrement, il y a plus que 10, 18 jours par mois, c'est un candidat. Ça répond? Merci. Next. Il n'y a pas d'autres mains, on s'en va de ce côté ici. J'arrive à vous, il y avait une main en arrière. Dans le cas où les migraines sont souvent en lien avec les douleurs au cou, est-ce que les relaxants musculaires ont montré des... Ça aussi, c'est une bonne question. Ça ouvre une boîte de Pandore, ce que vous voulez faire. La réponse courte, oui, Flexeril, Norflex, un relaxant musculaire peut aider, la massothérapie peut aider, l'orthothérapie peut aider. Sauf que ça coûte moins cher prendre un relaxant musculaire que d'aller en thérapie si vous avez un gros portefeuille, si vous avez le temps. Et les thérapies en médecine physique, ça aide, mais c'est souvent recommencé, mais ça aide. Ça, c'était la réponse courte. Je me limite à ça. Next. Est-ce que c'est vrai que la maladie disparaît avec l'âge? Si c'est vrai, c'est à partir de... C'est pas une bonne question, peut-être. Vous êtes courageux de me poser cette question, parce que tout le monde voulait me la poser et vous êtes le plus brave. Alors, c'est une bonne question aussi. Alors, la maladie peut commencer à l'âge de 2 ans. Okay. Cette dame, quel âge avez-vous? D'accord. Alors, pardonnez ma question, je ne vous poserai plus la question. Elle a 80 ans. Plus que 80 ans. Alors, on discutait ensemble tout à l'heure, puis je réponds tout de suite à votre question. C'est une maladie que vous allez avoir pour le restant de votre vie. Sauf que c'est une maladie de l'excitabilité cérébrale, comme j'ai dit au début. Les neurones s'excitent trop vite. C'est génétique. Mais quand on avance dans l'âge, à mon âge, à votre âge, à l'âge de cette jeune dame, qui a plus que 80 ans, les neurones perdent de l'eau, elles sont plus minces, elles s'excitent moins vite, et là, les crises sont plus difficiles à apparaître, peuvent être moins fréquentes, moins longues, moins fortes. Mais j'ai des patients à 70 ans qui ont 6-7 crises et qui prennent 6-7 Zomig par mois. Maintenant, on entend souvent l'histoire suivante, parce que je vois plein de dames dans la salle. Ma voisine a eu une hystérectomie, puis elle a plus mal à la tête. Ma voisine a eu la ménopause, puis elle a plus mal à la tête. Mais l'histoire est la suivante. Chaque maladie a des gravités. Alors, 6% des migraineurs ont mal à la tête 1 fois par 3 mois.
Et cette fois-là, c'est au moment de la règle, chez une femme. Puis, 58% des migraineurs ont mal à la tête, moins de 6 jours par mois. 22%, 6 à 15 jours par mois. Et 2 à 4%, 15 à 30 jours par mois. Alors, les femmes qui arrivent à la ménopause, en pré-ménopause, ces femmes, là c'est une réponse longue, pardonnez-moi si vous êtes tannés, je m'arrête là. En pré-ménopause, les femmes qui ont des crises autour de leurs règles, ces femmes sont hormonosensibles. Ce n'est pas toutes les migraineuses qui ont des crises autour de leurs règles. Il y en a que c'est régulier plus le restant du mois. Puis il y en a d'autres, c'est à l'occasion. Arrive la préménopause, la période de la vie qu'on appelle le climatère. Si les menstruations sont rapprochées, les crises vont être plus fréquentes. Si les menstruations tardent, les crises peuvent être moins fréquentes. Quand ça fait 1 an que vous avez eu votre ménopause et que vous n'avez pas besoin d'hormones, la maladie, si vous étiez affligé au moment de vos règles, la maladie peut s'apaiser. Si vous prenez des hormones de ménopause, il n'y a pas de problème, parce que les bouffées de chaleur peuvent être aussi pires qu'une crise de migraine modérée, surtout qu'elles peuvent être fréquentes, et la bataille au lit avec le conjoint qui s'habille et que vous vous déshabillez. Mais tout ça pour dire que si vous avez besoin d'hormones de ménopause, vous pouvez. Une étude que j'ai faite, que je n'ai pas publiée, a démontré que l'hormonothérapie de remplacement, les migraines restaient à peu près pareilles. Dans un petit groupe, ça améliorait, et dans un petit groupe, ça remplirait. Mais en général, ça reste à peu près pareil. Si vous n'en avez pas de besoin, il y a peut-être plus de chances que ça puisse permettre d'améliorer la fréquence de vos crises de migraine. Alors, la femme qui a dit, depuis que j'ai ma ménopause, j'ai plus de migraine, c'était probablement une femme qui avait une crise par 3 mois, à l'occasion de ses règles, et que peut-être la maladie a commencé à la trentaine. Il y a eu une période de sa vie où c'était un petit peu plus fréquent, puis ça a disparu. Mais oubliez ça pour le reste. Oui, je sais, ça fait plusieurs fois. Merci de me rallumer les radars. Allez-y. J'aimerais savoir qu'est-ce qui cause un status migrainal. Je suis en status migrainal depuis 18 jours. Je suis migraineuse chronique sévère. Je fais du botox sur 3 mois. J'ai essayé les triptans. J'ai switché à la DHE en injection. Et là, je m'apprête à essayer la cortisone décadron. Puis, présentement, il n'y a rien qui... Je suis soulagée dans le sens... Quand je prends le médicament, ça me soulage, mais la crise n'est pas passée. J'aimerais savoir qu'est-ce qui cause un status, puis comment on fait pour s'en débarrasser. La première partie de votre question est simple. La deuxième est très compliquée. Et je ne m'embarquerai pas dans la deuxième, parce que c'est très compliqué. Mais pour répondre, quelle est la cause d'un status migraineux? J'ai fait une présentation sur ce sujet et la littérature n'abonde pas sur quelle est la raison pourquoi il peut y avoir des status. Mais il y a 2 choses qui ressortent. La première raison, la plus fréquente, c'est la surutilisation de médicaments. Je ne parle pas pour vous, mais je parle en général pour répondre à votre question. La surutilisation continue de médicaments parce que, 1, c'est humain de vouloir se soulager. 2, c'est épuisant d'être toujours affligé. Et 3, c'est de vouloir fonctionner puis dire, il y a une sortie, il y a des invités, il y a le travail, je perds ma job si je n'y vais pas, je n'ai pas le choix, il faut que je continue la médication. Parce que s'il ne sort pas de là, il ne sortira pas de son status. La première raison du status migraineux, sur l'utilisation médicamenteuse. La deuxième, c'est des facteurs hormonaux féminins. Parmi les facteurs hormonaux, c'est l'insémination, la fertilisation in vitro, les injections d'hormones pour faciliter une grossesse, pour faire en sorte que la grossesse puisse apparaître, ou les patientes qui ont de l'endométriose, ou encore qui prennent des hormones contraceptives combinées et qui ont des crises violentes, longues, fréquentes, et que le procédé dans le cerveau s'est emballé. Et à un moment donné, quand le processus s'emballe, la mémoire dans le cortex somatosensoriel va s'allumer, puis ça peut devenir tatoué là-dedans, façon de parler. Et le procédé biologique, il y a des substances qu'on appelle les oncogènes, oublie le mot, dans le tronc cérébral qui apparaissent. Il faut éteindre ces choses-là. Alors, comment on s'en débarrasse?
il faut que tu vois quelqu'un qui s'y connaît bien et qui s'assoit, pas 10 minutes avec vous, mais au moins 1 heure, 1 heure et demie, pour revoir toute votre pédigree et toute la médication que vous avez eue et tout ce que vous prenez et que le patient soit carte sur table avec le médecin qui le questionne. Je ne peux pas vous donner d'autres réponses. D'autres questions? Est-ce que l'alimentation a quelque chose à voir? Qu'en pensez-vous? J'en ai été fois Alors, il y a des substances chimiques qui peuvent favoriser le déclenchement du procédé biologique dans la tête. Alors, il y a du tanin, de la thyramide, de l'oxyde nitrique, du monoglutamate sodique, l'alcool. Il y a aussi des sulfites, des nitrites. Alors, où est-ce qu'on retrouve toutes ces substances chimiques? Sulfite, nitrite dans la charcuterie, tanin, les noix, les amandes, le beurre de pinot, le beurre d'amande, dans les pépins de pommes, dans les pépins de raisin. La thyramine dans les fromages bleus. La thyramine est un amine éphémère et qu'on a dans le cerveau. Et ça a un rôle à jouer avec la fabrication de la noradrénaline, la dopamine et d'autres que je nommerai pas. Et ça a un rôle à jouer dans le sommeil, ça a un rôle à jouer dans votre vigilance, votre vitalité et tout ça. Alors ces aliments peuvent, chez des personnes susceptibles ou fragiles, avoir un impact sur le déclenchement des crises. Mais quand un individu a mal à la tête tout le temps, c'est impossible de pouvoir dire ça me donne mal à la tête. L'individu qui a mal à la tête 1 fois par semaine, puis à chaque fois qu'il consomme ça, il y a un mal de tête qui apparaît. Dans la demi-heure, l'heure qui suit, pas 2 jours plus tard, dans l'heure après l'absorption, on peut dire probablement que ça m'agresse. Bonne question. Dernière question. Je ne sais pas qui choisir. On joue à ciseaux, roche, papier. En arrière, on donne droit à une question. Connaissant mieux les mécanismes et les traitements, est-ce que chez les enfants et les adolescents, on peut intervenir maintenant de façon à éviter la chronicité? Tout à fait. Tout à fait. Un adolescent qui a... Tu sais, on me demande... Réponse courte. Un adolescent qui a une charpente d'adulte peut prendre un triptan, sans problème. Et parmi les produits préventifs, puis à ce moment-là, il faut choisir celui qui va être le mieux toléré en fonction des aspirations et des attentes de l'adolescente ou de l'adolescent. L'adolescente qui dit « moi, là, je ne veux pas prendre de poids », ou l'adolescente qui dit « moi, je cours des marathons », il faut faire le choix en fonction de ça. Le jeune garçon qui, je ne sais pas moi, qui est musicien, puis il y a le track quand il est devant le monde, ben, on va lui donner un produit préventif qui va aider au track. S'il fait du football ou fait de track and field, ben, à ce moment-là, il faut éviter les bêta-bloquants. Mais oui, les adolescents, on peut les aider. Pour les enfants? Les enfants, il faut les croire. 2, il faut vérifier s'il y en a dans la famille. S'il y a des migraineurs dans la famille, vos enfants ont des chances d'être migraineurs. Fait que l'enfant qui rentre dans la maison, qui est blanc comme un drap, il garoche son sac, seulement il chicane avec sa soeur ou son frère, il allume la télévision qui est bout en train ou bout en... C'est une petite demoiselle qui taquine, puis l'enfant est couché, blanc comme un drap, il se tiraille pas avec personne, la télévision est allumée, puis il n'y a pas de son, puis il dit « Maman, j'ai mal à la tête », il faut le croire. C'est pas psychologique, là. Il a mal à la tête. Alors, vous pouvez utiliser des INS, des anti-inflammatoires, si vomi, des suppositoires de Gravol pour le mal de cœur, les vomissements. Puis ce qu'il y a de bien avec les enfants, ils se couchent, ils dorment, puis de dormir, ça éteint la crise. C'est fréquent chez les enfants comme ça. Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. Puis personne de mes collègues le savent. Tout le monde a posé des questions extraordinaires. Vous êtes un beau groupe. Je suis honoré d'avoir pu partager ça avec vous. Merci de m'avoir invité. Il reste à peu près 5 minutes. J'aimerais prendre un petit moment, vite, pour vous présenter quelques personnes dans la salle. On vient de partir un nouveau groupe d'entraide dans la région de Lanaudière. Et j'aimerais présenter la bénévole qui va s'occuper de ce groupe d'entraide. Elle s'appelle Joanne Fortin. Donc, si jamais vous habitez dans cette région-là,
On est très contente de t'avoir dans notre équipe de bénévoles. Et vite, il y a quelques membres du conseil d'administration qui sont dans la salle que j'aimerais vous présenter. J'ai vu Dr. Heather Pym, qui est maintenant présidente. Peux-tu te lever, Heather? Elle est neurologue spécialiste de la migraine. Est-ce que Manzier est là? Je ne l'ai pas vu. Non, OK. Il y a aussi... est-ce que tout le monde qui est sur le conseil, même Gérard, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? On a ici Anne-Marie qui est secrétaire, on a Léona Heilig, on a Marie-France Lemire qui est coordonnatrice avec moi, et est-ce que c'est tout? Et Gérard qui est notre nouveau trésorier. Il est important. Il gère l'argent. Donc, merci beaucoup à nos deux conférenciers du fond du cœur. Merci d'être venus. J'espère que vous avez aimé les deux présentations. Migraine Québec décerne cette année son premier prix de reconnaissance. Notre objectif est de féliciter et remercier une personne s'étant démarquée par son engagement auprès des personnes souffrant de céphalée et de migraine. Dr. Boudreau, votre nom est tout de suite ressorti. En tant que pionnier dans ce domaine, vous avez traité des milliers de patients avec dévouement, empathie et expertise. Vous avez participé à de nombreux protocoles de recherche, donnant ainsi accès à vos patients à des traitements de pointe. En enseignant à vos patients, vous leur avez donné des outils pour améliorer leur vie. Votre expérience vous permet de guider chacun selon ses besoins. En enseignant aux résidents de médecine, vous avez contribué à diffuser la science des céphalées au Québec et assurer la relève. Aussi, il nous fait plaisir de vous remettre avec gratitude le tout premier prix Reconnaissance Migraine Québec. Attendez-moi 2 secondes. Attendez, excusez-moi. Restez là 2 secondes. Que ce petit objet symbolique puisse vous rappeler combien, par vos paroles, vos actions, vous avez permis à des milliers de patients de vivre mieux. Et évidemment, puisqu'il n'y a pas que les symboles qui comptent, ce prix est assorti d'une bonne bouteille de vin pour vous permettre de célébrer avec vos proches. Le vin peut déclencher des migraines, mais pas chez tout le monde. C'est pas fini. C'est pas fini, il reste une petite affaire qu'il va présenter. Viens au micro. Donc ici, j'ai demandé à ma fille Jeanne, qui heureusement n'est pas atteinte de migraine, mais de nous dessiner, juste se tourner, de nous faire quelque chose qui représente l'espoir, puis en même temps un merci pour votre contribution dans la recherche. Je vous laisse t'ouvrir. Ça y est, merci. Petite photo par là? Oui. Vous êtes tout le monde est généreux, mais j'aurais quelque chose. Merci. Vous direz à la section. Tout le monde est tanné, tout le monde est fatigué. Je vous laisse partir 2 secondes. J'ai fait un virage dans ma carrière en 1988. Et j'ai toujours dit, je répète, que la plus belle paye que j'ai eue dans ma vie, c'est la reconnaissance des patients souffrant de migraine. J'ai vu plein de monde souffrir de toutes sortes de choses. J'ai réparé toutes sortes de choses en médecine. Mais les gens qui souffrent de migraine, ça a changé ma vie. Ça a changé.